C'est très aimable de nous confier votre réveil. Vous avez le droit d'être informé et c'est notre devoir ici à l'ERTM, surtout quand il est 7h à Bamako, 9h à Beyrouth au Liban. À la une de l'actualité, la justice malienne encore plus près de la population à travers un nouveau projet qui œuvrera dans ce sens durant 5 ans. Coût d'exécution, 9 milliards de francs CFA. L'idée est surtout de permettre aux Maliens de comprendre davantage leurs droits et obligations en matière de justice. En Azerbaïdjan, à la COP29, le Mali et le Burkina exposent leurs différentes initiatives mises en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. Ce panel se prête dans une capsule de journée dédiée à l'AES, occasion pour les deux pays de mieux parler aussi de cette alliance du Sahel. Et justement, dans cette édition, focus sur le dérèglement de température dont souffre la population. Les hôpitaux accueillent un grand nombre de patients en ce moment dû aux infections respiratoires et au paludisme. Les impacts négatifs du changement climatique sur la santé humaine, c'est le dossier de la rédaction. Législative au Sénégal, le PASTEF, le parti au pouvoir, arrive en tête dans une grande majorité des centres de vote selon les premières déclarations du porte-parole du gouvernement. Plusieurs figures de l'opposition ont d'ailleurs rapidement félicité la formation. Et la moitié du Liban, y compris sa capitale, était sous les bombes israéliennes hier dimanche pour la seconde fois depuis le début de la guerre ouverte avec le Hezbollah. Un bilan provisoire fait état de 22 morts, dont le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif. Plus de 80 personnes ont été blessées. Et on n'oublie surtout pas de se retrouver sur les gazons aux environs de 7h15. Le Mali, déjà qualifié, accueille demain l'Eswatini dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et sur le plan local, le Djoliba AC a remporté la Super Coupe hier, ce qui ouvre le bal de la nouvelle saison sportive 2024-2025 de football au Mali. Mais tout de suite, les informations générales. Le journal Moussa Papa Aïdara. Bienvenue, mesdames, messieurs, et bonjour. Tout de suite, ce communiqué, le M5RFP a tenu hier un meeting d'information au CICB sous la présidence du Dr Choguel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et accusations ont été tenus à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali Arima, le mouvement pour la résistance citoyenne MRC, le parti Palima exprime leur désapprobation et condamne les propos du président du comité stratégique du M5RFP. Il demande aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur quête de justice, de paix et appellent les citoyens à la vigilance. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce chiffre, 9 milliards de francs CFA, c'est le coût global du nouveau projet Saria Bateau, ou Respect pour l'état de droit. Il est le fruit de la collaboration entre l'USAID, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il sera exécuté sur la période 2024-2029. Son objectif est d'améliorer l'accès des citoyens à la justice. Batraoré. Les succès enregistrés par le projet MJP Mali Justice Project semblent avoir inspiré l'USAID et son partenaire, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, pour le lancement de ce nouveau projet intitulé Saria Bateau au respect pour l'état de droit. Il s'articule sur 4 composantes: le renforcement des institutions du secteur judiciaire, l'amélioration de l'accès à la justice, la lutte contre la corruption, la promotion et la protection des droits de l'homme. Maître Jean Lavoie, directeur de l'USAID Saria Bateau. Ce projet, cette fois-ci, aura pour mandat de véritablement rapprocher davantage les citoyens de la justice. Vraiment un travail de proximité afin de permettre aux citoyens maliens d'avoir davantage d'opportunités de comprendre leurs droits et obligations, mais également de pouvoir les mettre en valeur. Ogale Odou, directeur de l'USAID Mali. Avec Saria Bateau, nous continuons nos efforts pour garantir à chaque Malien, y compris les femmes et les jeunes, un accès équitable et la justice et des institutions fiables. Ce programme s'inscrit dans une vision plus large de l'USAID pour soutenir la stratégie de coopération pour le développement du Mali. Le projet Saria Bateau au respect pour l'état de droit sera exécuté sur la période 2024-2029
pour un coût global de 9 milliards de francs CFA. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le lancement du nouveau projet Saria Bateau, fruit d'un partenariat dynamique et exemplaire entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et l'USAID, est destiné à renforcer notre système judiciaire et à offrir aux Maliennes et aux Maliens une justice accessible, moderne, efficace, respectée et respectable. Elle marque une étape importante et fructueuse pour la consolidation des acquis et des perspectives prometteuses. Les activités ciblées par le projet sont relatives à la formation des magistrats, à la modernisation des tribunaux, à l'appui logistique, entre autres. Une autre forme d'appui, il s'agit des missions d'appui à la refondation de l'État qui ont ouvert une séance d'échange avec les membres du CNT sur les axes du programme national d'éducation aux valeurs. Ceci dans le cadre de la vulgarisation du dit programme par le ministère de la Refondation auprès des institutions de la République. Mamadou Fane, compte rendu. La mission d'appui à la refondation de l'État face aux membres du CNT pour partager le contenu du programme national d'éducation aux valeurs, un programme qui est le résultat des recommandations des assises nationales sur la refondation de l'État qui a fait l'objet d'une large concertation entre toutes les couches socio-professionnelles du pays. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. Je suis persuadé que vous tirerez toutes et tous un bénéfice certain de cette session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs qui a pour vocation d'outiller les citoyens maliens tout au long de sa vie en l'éduquant au respect des valeurs socio-culturelles et à la bonne gestion des affaires publiques. Il s'agit à travers cette rencontre de partager avec les membres du CNT les grands axes de ce programme qui a comme finalité la construction d'un citoyen responsable et engagé. Djikine Atoumagakou, déjà vice-présidente du CNT. Au sortir de la présente session, je suis convaincu plus que jamais de votre soutien, de votre accompagnement et de votre participation active dans le processus de refondation de l'homme malien, dont le fondement est l'engagement de tous pour bâtir un Mali d'incroix responsable, patriote, travailleur, consciencieux et respectueux de l'ordre et du mérite. Les membres du CNT, à travers des questions, réponses et contributions, ont été largement édifiés par le contenu de ce programme. Tous sont unanimes que ce projet jette les bases d'un Mali souverain fondé sur les valeurs qui ont toujours caractérisé nos ancêtres. AES, actualité. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au projet spécifique de 2024 du ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité portant réalisation des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Cette décision qui consiste à donner un nouveau souffle à plusieurs secteurs économiques de la ville de Bobo vient à point nommé selon certains acteurs économiques de la place. Leur appréciation dans ce reportage de Kombo Honoré Sommet de la radio du Burkina. 80 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet de modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Les travaux consisteront entre autres à la construction d'une nouvelle aérogare, la réhabilitation de la piste d'atterrissage et l'aménagement des voiries. Un projet qui vient à point nommé selon le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koudougou Kontongom. Cela répondant à un besoin, à une attente des acteurs économiques, des populations. Cela permet à notre pôle économique qu'il y a autour de Bobo d'assumer son potentiel de développement. Le bénéfice est que nous pourrions désormais accueillir de plus de vols, notamment les vols internationaux. Et ça permettra à Bobo de retrouver son rôle de hub, de carrefour sous-régional, parce que toutes les compagnies quasiment sous-régionales pourront avoir des atterrissages ou des décollages à partir de Bobo, nécessite plus d'opportunités pour les acteurs économiques. Et pour le président de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins, cela permettra de conjuguer plusieurs difficultés au passé. Moussa Traoré. Ça va être vraiment un ouf de soulagement pour les producteurs. Ce projet est également bien accueilli par le monde de l'hôtellerie. Émile Dabiré, réceptionniste dans un hôtel de la place. Franchement, ça sera une bonne initiative. Aujourd'hui, ça ne va pas parce que avec les voies, bon, c'est un peu compliqué. Maintenant, si se trouve qu'il y a des vols, ça sera une bonne initiative pour nous. L'aéroport international de Bobo-Dioulasso avait jusque-là un potentiel sous-exploité, selon le président de la délégation spéciale. Ainsi,
Ce projet lui permettra d'offrir des services de qualité et s'imposer dans la sous-région tout en boostant plusieurs secteurs de l'économie. Au Niger, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est entretenu avec une délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par M. Lamine Barro, directeur général de la région Afrique de l'Ouest. La restitution de la mission de la BAD au Niger était au centre des échanges. C'est ce que nous indique Abdel Nasser Larabou Karimoun de la radio du Niger. Cette rencontre entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, avec la mission de la Banque africaine de développement BAD, conduite par M. Lamine Barro, directeur général de la région Afrique de l'Ouest pour la BAD, a pour objectif la reprise des opérations de la BAD au Niger après 15 mois d'interruption. Occasion saisie pour discuter avec les organes d'exécution, des ministères et autres acteurs concernés sur la question de l'amélioration des performances du portefeuille de la BAD après la suspension il y a de cela 15 mois. À l'issue de cette réunion, M. Lamine Barro, directeur général de la région Afrique de l'Ouest en Afrique pour la BAD, s'est réjoui de la fructueuse collaboration entre le Niger et la BAD avant d'affirmer que la BAD a pris toutes les dispositions avec les acteurs clés et parties prenantes afin d'apporter son soutien dans la transformation du cadre de vie des Nigériens. Pour discuter les priorités, on avait maintenu sur le même stratégie pour appuyer le Niger, pour sortir de la crise et aussi approvisionnement des services de base pour la population, pour une meilleure résilience de l'économie. La BAD, outre le financement de plusieurs projets déjà en cours d'exécution, prévoit également de mobiliser d'autres ressources pour financer des projets de recherche, y compris des développements des chaînes de valeur dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Niger. L'un des titres de des journées dédiées à l'AES en Azerbaïdjan, c'est à l'occasion de la COP29, les ministres en charge de l'environnement du Mali et de Burkina Faso, tout en réaffirmant la ferme volonté des chefs d'État à œuvrer en faveur de l'unité des peuples et des États, eh bien, les deux ministres ont rappelé les efforts consentis en matière de lutte contre les effets des changements climatiques qui constituent une menace existentielle pour les deux pays. En Azerbaïdjan, nous retrouvons Alousseni Touré et Aboubacar Traoré. Le stand du Mali, paré aux couleurs de l'AES, est refusé du monde. Tous les participants maliens et burkinabés s'étaient réunis autour des deux ministres en charge de l'environnement du Mali et du Burkina Faso. Occasion pour les deux personnalités de faire l'historique de l'AES, de sa nécessité et surtout de ses acquis en matière d'intégration et d'environnement. Roger Barro, ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso. Cette journée de l'AES à la COP29 est une vitrine pour promouvoir nos cultures et magnifier nos valeurs de solidarité, de partage et de fraternité légendaires. Nous devons construire ensemble des projets structurants et interconnectés entre nos États et nos alliés. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nos pays du Sahel sont parmi les plus menacés par les effets néfastes des changements climatiques à travers notamment les inondations, les sécheresses, les températures extrêmes, la raréfaction du couvert végétal. C'est ainsi que nous avons organisé à Bamako en novembre 2023 le premier forum régional sur la sécurité climatique au Sahel qui a abouti à la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique qui est aujourd'hui un instrument de plaidoyer et de mobilisation des ressources vers les pays du Sahel. Les journées de l'AES à la COP29 à Bakou se poursuivront à Azerbaïdjan. Alousseni Touré, Aboubacar Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et oui, retour à l'actualité nationale. On en vient au grand format de cette édition. Le réchauffement climatique modifie les écosystèmes, favorisant la propagation des maladies transmises par des vecteurs comme les moustiques, entraînant des affections paludiques, la dengue, entre autres. Eh bien, on assiste en ce moment à Bamako à un dérèglement des températures, chaleur le jour, fraîcheur la nuit. La population souffre des impacts négatifs du changement climatique. Les hôpitaux accueillent un grand nombre de patients dus aux infections respiratoires et au paludisme. Adam Maïga a fait un tour en ville. À la lumière de ces témoignages,
nous pouvons dire sans doute que le paludisme est devenu une épidémie au Mali. Pour preuve, plusieurs patients se sont rendus dans les hôpitaux et les cliniques à 2 ou 3 reprises pour des soins. Selon des spécialistes, l'une des causes de la survenue du paludisme est le changement climatique. Sambou Keita, patient. Tout récemment, j'ai amené un de mes enfants au CESCOM de Bozola. Il souffrait du paludisme. Il n'y avait aucune place pour l'hospitalisation. Certaines patientes sont assises sur les chaises et leurs conjoints tiennent le sérum étant debout, tandis que d'autres sont dans les autres salles d'observation pour les injections. Souleymane Fofana, patient âgé de 14 ans. Tout a commencé par la toux, le rhume et la fièvre. Je me suis évanoui. Aussitôt, mes camarades d'âge ont vite informé nos aînés. Ils m'ont conduit à l'hôpital. Le taux de paludisme au Mali en dit long, comme nous témoigne médecin-colonel Aïssata Kone, coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Le paludisme reste l'un des plus grands défis sanitaires au Mali, touchant des millions de personnes chaque année et affectant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Les professionnels de la santé sont formels. Cette propagation du paludisme est l'une des conséquences des effets du changement climatique sur la santé humaine. Le changement instantané de température affecte également d'autres personnes souffrantes des maladies mentales et chroniques. Selon le professeur Amidou Babasako, chef de service ORL à l'hôpital de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. L'inondation et l'humidité avec sa moisissure peut causer des infections respiratoires mycotiques, tout comme d'autres types d'infections également virales. L'exposition au froid peut ralentir les mécanismes réactifs des voies respiratoires supérieures, nuire à la résistance du système immunitaire contre les infections respiratoires, accélérer la propagation de la grippe par exemple ou de la COVID-19. Pourtant, cette situation de variation climatique durera jusqu'au mois de février 2025, nous confie Bakary Mangane, chef de bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. C'est l'intersaison, donc ça vient juste de débuter. Là, nous aurons affaire avec cette situation durant tout le mois de novembre. Ensuite, décembre, après décembre, c'est le grand froid qui va commencer janvier, février. Donc du coup, nous aurons affaire avec ça quotidiennement. Pendant toute cette période, les médecins nous conseillent certaines pratiques. Professeur Amidou Babasako, chef de service ORL à l'hôpital de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. D'aller rapidement vers les structures de santé, une prise en charge donc de ces maladies liées au changement climatique. Il faut préserver notre environnement, le milieu de vie. Assurément, les changements climatiques n'impactent pas que la nature et les modes de vie, mais aussi la santé humaine. Face à cette situation, le respect des mesures doit être de mise, a insisté le spécialiste. 7h18. Eh bien, il est là depuis 7h15. Fotigui, bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara, bonjour à tous. Bienvenue, juste le temps de donner les informations sur la scène internationale et après on y va avec la page sport. Merci bien, ça me convient. Et oui, et on commence par les législatives au Sénégal. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier dimanche pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le porte-parole du gouvernement a affirmé sur une chaîne de télévision une large victoire remportée par le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal. Les premiers résultats officiels provisoires seront eux annoncés demain mardi 19 novembre. Référendum au Gabon. Les Gabonais ont voté massivement pour le oui au référendum constitutionnel de samedi. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman, 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,20% pour le non. Le taux de participation est de 53,54%. Les 463 066 Gabonais qui se sont rendus aux urnes ont donc plébiscité le projet de loi fondamentale qui instaurera la deuxième république dans le pays. L'actualité en Haïti, le premier ministre haïtien récemment nommé Alexis Didier Fils-Aimé a procédé à l'investiture des nouveaux membres de son gouvernement. 18 ministres, dont 4 femmes et un secrétaire d'État, composent la nouvelle équipe, contrairement à son prédécesseur, Gary Coney, qui avait opté pour un gouvernement resserré avec 14 ministres.
Et je vous l'annonçais, au Liban, l'armée israélienne a largement intensifié hier dimanche ses bombardements dans tout le Liban, visant à 2 reprises le cœur de la capitale, ainsi que sa banlieue sud et des dizaines de localités dans le sud du pays. Un bilan provisoire fait état de 22 morts au moins, dont le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, et 2 militaires libanais. Plus de 80 personnes ont été blessées. Les raids ont entièrement détruit des immeubles résidentiels dans la banlieue sud de Beyrouth, qui n'est plus qu'un tas de ruines. Et bonjour Fotigui. Bonjour Moussa Papaïdara, bonjour à tous. Alors c'est parti pour la nouvelle saison sportive 2024-2025 de football au Mali avec la Super Coupe Ben Oumar Sy remportée hier par le Djoliba AC. Oui, après quelques reports liés à des raisons logistiques, la Fédération malienne de football a finalement levé l'ancre et largué les amarres de la nouvelle saison avec la finale de la Super Coupe Ben Oumar Sy disputée hier au stade Mamadou Konaté, mettant aux prises le champion du Mali et le vainqueur de la Coupe du Mali. Cette édition 2024-2025 a offert au public sportif malien le premier derby de la saison entre le Djoliba AC et le stade malien de Bamako, classico malien remporté par les Rouges 2-0 qui s'adjuge le premier trophée majeur de la saison et leur 9e titre en Super Coupe. Le résumé de ces matchs avec Abdul Karim Kaba. Le Djoliba AC remporte le premier trophée de la saison. Les Rouges se sont imposés 2-0 face au stade malien de Bamako. Boakane et Youssouf Sempara ont marqué ces 2 buts au 92e et 87e minutes de jeu. Coaching gagnant donc pour l'entraîneur Demba Mamadou Traoré, puisque les buteurs du jour sont entrés Demba Mamadou Traoré, entraîneur de Djoliba AC. Ça a été un très bon match avec un très bon contenu. Donc voilà, demain je pense que la première mi-temps et la deuxième mi-temps n'ont pas été pareils. Donc on va continuer encore à bosser comme il y a les compétitions africaines en vue. Parce que l'objectif du match, c'était non seulement de gagner, mais aussi en fait de préparer les compétitions africaines. Mamoudou Kane, entraîneur du stade malien de Bamako. On n'a pas pu marquer, c'est ce qui n'a pas marché. Le football, il faut marquer le but et bien défendre. On a bien joué, mais ça ne suffit pas. C'est ce qui est important. Et sur dessus, on va essayer encore de faire un maximum pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Le Djoliba AC gagne ainsi la Super Coupe Ben Oumar Sy qui annonce le démarrage de la saison 2024-2025. Ce énième Djoliba Stade n'a pas fait exception à la règle en termes de mobilisation, d'engouement et d'enjeux aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Mali déjà qualifié accueille demain les Swatini. La rencontre s'inscrit dans les cadres de la 6e journée du groupe I Fotigui. Oui, au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Mali reçoit demain les Swatini au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h temps universel. Occasion pour les aigles déjà qualifiés et rentrés hier du Mozambique de communier à la maison avec les supporters et célébrer ensemble la qualification du Mali pour la CAN Maroc 2025. Qualification acquise de façon héroïque et décrochée des hautes luttes intermozambicaines vendredi à l'issue de la 5e et avant-dernière journée des qualifications. Dans l'autre rencontre du groupe I demain à 16h, la Guinée-Bissau accueille le Mozambique avec comme principal enjeu la bataille pour le second ticket du groupe I. Si les Mozambicains totalisent 8 points, les Bissau-Guinéens ne comptent que 5 points. C'est dire que si le Mozambique peut donc se contenter d'un nul, la Guinée-Bissau est condamnée à la victoire pour se qualifier. Battu 2-1 à l'aller par les Mozambicains, les Bissau-Guinéens doivent s'imposer par le minimum 1-0 pour garder l'avantage du but marqué à l'extérieur, toujours en vigueur au niveau de la CAF, soit l'emporter par 2 buts d'écart pour soigner le gueulavrage particulier. Des critères de la confrontation directe qui rentrent en ligne de compte pour départager les équipes en cas d'égalité des points. Sinon, en cas d'un score identique au résultat du match aller, le recours sera donc fait au gueulavrage général favorable au Mozambique qui compte plus 3 contre moins 1 pour la Guinée-Bissau. Et tous les pays à qualifier pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 seront connus demain mardi. Mais déjà, aujourd'hui, les groupes D et F rendront leur verdict. Oui, après les poules A, B puis E, les groupes D et F connaîtront leur épilogue cet après-midi à l'issue donc de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Dans le groupe D à 16h, le Niger a déjà qualifié et jouera contre le Rwanda en duel à distance avec la Libye et le Bénin qui s'affrontent à 16h également. Dans le groupe F, toujours à 16h, le Ghana déjà éliminé accueille le Niger en distanciel avec le Soudan qui reçoit l'Angola déjà qualifié. Le reste du programme de ce lundi prévoit à 19h. Dans le groupe A, Tunisie, Gambie et Comores-Madagascar. La Tunisie et les Comores étant déjà qualifiés. Dans le groupe B, Maroc, Lesotho et Centrafrique-Gabon. Les Maroc et le Gabon étant déjà qualifiés. Dans le groupe L, Malawi, Burkina donc à 13h.
le Burkina est déjà qualifié. Alors, cette sixième et dernière journée a déjà commencé hier avec 2 rencontres du groupe E. L'Algérie a dominé le Libéria 5-1. Le Togo a disposé de la Guinée équatoriale 3-0. Victoire sans gloire pour les Togolais déjà éliminés. C'est tout, Fotogui? Oui, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir. Merci, et on dit un grand merci également à Alou Koulibaly qui a assuré la mise en monde, et grand merci également à Mohamed Koulibaly qui était du côté de la mise en ligne. Réalisation, coordination de cette édition Ousmane Dao. La présentation, c'était l'affaire de Moussa Papa Aïdara. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, Fouseni Diarra et Kani Diarra pour les avis et communiqués. Mesdames, Messieurs, le programme continue. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, très bon début de semaine à tous sur l'ERTM. Super.